Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 221 et on va discuter ensemble du deuxième Grand Prix de la saison pour le Grand Prix du Brésil. Auton et Gueno m'accompagnent. Comment ça va l'équipe ? Nickel, merci. Eh ben, ça va super, merci. On retrouve donc le MotoGP au pays de la Samba. Merci Pierre pour le cliché dans le conducteur. Une première depuis 2004 pour le championnat du monde. Et cela se déroule sur l'Autodromo International Ayrton Senna, rénové de fond en comble à Goiânia. Merci Auton de m'avoir appris la prononciation que je galère à dire depuis 3 jours. Avec 31 tours prévus pour la course MotoGP du Grand Prix du Brésil, c'est le plus grand nombre de tours pour un Grand Prix depuis les États-Unis en 2013, disputé à Laguna Seca qui avait, lui, 32 tours. Et les temps autour sont prévus autour de 1,17, 1,18, les plus courts du calendrier, et la vitesse moyenne devrait se placer dans le top 5 aux côtés de Phillip Island, Buriram, Silverstone et Mugello. Gueno, un avis sur ce circuit maintenant que le week-end est passé ? C'est des circuits très, très étroits, très serrés, donc je trouve que c'est toujours chouette de voir des pilotes courir quand ils font les tours qualifs, etc. Après, en course, c'est malheureusement un peu le petit train, quoi. Mais c'était assez sympa quand même. Et toi, Auton ? Alors moi j'aime beaucoup ce circuit, dans le tracé et dans les trajectoires. Ça me rappelle un petit peu Barcelone, un petit peu Estoril. Et j'aime bien parce que c'est assez rapide, il y a des courbes qui sont lancées, notamment la toute première et la dernière. Et ouais, j'aimais beaucoup. Après, bon, ça ne garantit pas que le spectacle soit toujours là, mais Non, voilà. mais je trouve que effectivement le tracé est intéressant, et en plus de ça, le fait que ce soit un tracé avec peu de possibilités de déplacement oblige aussi les pilotes à avoir une prise de départ en course plus précise. Donc je trouve que c'était intéressant à voir, et c'est des conditions qu'on retrouve pas partout sur le championnat, donc ça change un peu de ce qu'on a pu connaître. Après, on va parler ensuite de comment ça s'est passé ce week-end, ça c'est un autre sujet, mais l'a priori en tout cas était bon. Malgré le fait que l'année dernière, quand les pilotes sont allés rouler là-bas pour des tests, ils avaient quand même prévenu qu'il y avait pas mal de choses à faire sur le circuit et qu'il faudrait un peu de temps pour que tout ça soit prêt. On va passer tout de suite aux news, puisqu'il y a pas mal de choses à dire finalement. Après la première course de la saison, en Moto2 en particulier, les résultats de la course ont été amendés, puisque la direction de course avait accordé la totalité des points aux pilotes qui en avait marqué pendant le Grand Prix. Mais la course a duré que 7 tours. Seule la moitié des points finalement étaient accordés conformément au règlement. Donc ils ont rattrapé ça après. Encore une fois, une preuve qu'on peut considérer d'amateurisme de leur part dans la prise de décision rapide. Et ensuite, du côté du MotoGP, on a un mercato qui est assez figé en termes d'annonces, car le MSMA négocie avec la Dorna pour la redistribution de l'argent, et les deux parties ne sont pas d'accord, donc on va attendre encore un petit peu avant d'avoir plus d'infos cette saison. Et dans un thème un peu moins fun, la guerre au Moyen-Orient oblige à reporter l'épreuve du Qatar. On aurait pu penser que la Dorna décide d'annuler complètement cette manche, mais finalement, prévu initialement après le Grand Prix des USA en début de saison, on ne verra Losail qu'en fin d'année, début novembre, intercalé entre la Malaisie et Portugal et Valence, qui eux sont décalés d'une semaine. Rapidement, Auton, est-ce que tu trouves que c'est positif d'avoir quand même insisté pour conserver le Qatar au calendrier, et du coup décaler le Portugal et Valence sans prendre en considération que potentiellement le public avait déjà fait toute son organisation, et pas que le public, potentiellement les teams aussi, autour du calendrier qui était initialement prévu? Alors très rapidement, non, mais c'est pas étonnant vu que Qatar Airways est un des plus gros sponsors, ils pouvaient pas se permettre de manquer le Grand Prix du Qatar. Ils parient sur une résolution du conflit avant le mois de novembre. C'est très audacieux de leur part, mais bon, on verra s'ils y vont en fin de compte ou pas. Et puis pour terminer les news, on a un retour de Fermin Aldeguer enfin ce week-end après sa blessure à l'entraînement et avoir raté toute la pré-saison. Et
hors MotoGP, mais un pilote dont on prend régulièrement des nouvelles, c'est Noah Detwiller, qui est de retour en piste pour le plaisir, alors pas dans le championnat, mais lui de son côté, après son grave accident l'année dernière, donc c'est vraiment très très positif et très chouette de pouvoir le voir reprendre le guidon. Ouais, il roule en championnat d'Italie sur une Ducati en super sport. Voilà, donc c'est que finalement, malgré les grosses frayeurs qu'on a pu avoir le concernant, les choses se sont bien arrangées et c'est positif. On va enchaîner tout de suite avec le Moto3 puisqu'on reviendra sur toutes les péripéties qu'a subi le circuit ce week-end en parlant du MotoGP, si ça vous va. Puisque Moto3 et Moto2 c'était assez calme ce dimanche. En qualif, en Moto3, en Q1, c'est Carpe, Fernandez, Yamanaka et Mitani qui se sont échappés. Et puis en Q2, c'est Joel Esteban qui est venu prendre la pole devant Perrone et Danish. On a 4 rookies dans les 6 premiers sur la grille et on a surtout David Munoz qui est absent en repos après sa blessure à la jambe de l'an passé. Il a subi visiblement une infection et a dû se refaire opérer. Donc c'est le grand absent du week-end. Du côté de la course, il s'est passé pas mal de choses finalement. On revient rapidement juste sur ces points. Ogden a fait un énorme high side pendant la course. On en a rarement vu des aussi violents et pourtant on en a vu beaucoup dans le championnat. Et puis on a eu surtout un drapeau rouge après 14 tours, donc la course relancée puisque les 2 tiers de la course n'étaient pas effectués. Et on avait Kilas qui était largement devant lors de l'arrêt puisque Almanza avait chuté quelques minutes avant et lui n'a pas pu reprendre le départ. Et donc on finit avec une course qui fait 5 tours. Donc c'était même plus une sprint, là c'était une sprint express. Et c'est Kiles qui est venu remporter la course devant Morelli et surtout Pratama qui est devenu le premier pilote indonésien à finir sur le podium. Donc une petite victoire pour lui. Gweno, qu'est-ce que tu as pensé de cette course Moto3 ? Un gros bazar, globalement. Non, ce qui me marque le plus, c'est les gros highlights. C'est vrai que celui d'Esteban est vraiment impressionnant, quoi. Il est catapulté. Enfin, j'ai un petit sursaut devant l'écran quand même. Après, sinon, le plus impressionnant, ça a été Kiles, qui a quand même. J'avais peur qu'il réussisse pas à refaire ce qu'il avait fait avant le drapeau rouge. Et finalement, il a fait ce qu'il fallait pour gagner haut la main sur la deuxième course, enfin la reprise, qu'on va dire. Donc non, une course sympa, bien que un peu stressante, quoi, on va dire. Ton, t'es du même avis ? Ouais, Kiles a très bien roulé. Après, je trouve que on voit vraiment la qualité des rookies cette année. Ouais. Il y a Marco Morelli, Veda Pratama, Rico Salmela, et puis même Casey O'Gorman. Enfin, ils ont tous très bien roulé. Et c'est juste un peu dommage pour Valentin Perrone qui faisait une super course en première partie et qui a pas tellement réussi à tenir le même niveau de performance après le drapeau rouge. Mais sinon, non, j'ai trouvé que c'était une belle course. Après, je sais pas si on peut appeler ça une course, vu qu'il y avait 5 Ouais. tours et qu'en tout, le temps de course, c'était 7 minutes 20. C'est un peu court pour une course, quoi. Extrêmement rapide. Mais comme tu le dis, on a eu 3 rookies dans le top 6 en fin de course, donc c'est ultra intéressant. Puis Perrone, il est que 7e, entre guillemets, donc pas si loin finalement des autres. Mais effectivement, c'était une course très très courte dans des conditions assez particulières, comme on a eu tout le week-end. Et finalement, est-ce que pour faire ça, il aurait pas mieux valu arrêter complètement la course ? Ça, c'est un autre sujet, mais je trouve que c'est un peu dommage de relancer une course pour 5 tours pour dire qu'on finit pour finir. Bah, c'est qu'ils avaient pas fait les 2 tiers de la distance, mais ils ont fait plus que 5 tours. Donc, quand on regarde les résultats, il y a course et course 2. Et pour course, ils ont quand même affiché les points qu'aurait gagné chaque pilote. Donc, c'est un peu bête parce qu'ils ont affiché, enfin, ils auraient pu gagner des points pour plus de tours effectués. Et au final, ils gagnent des points que pour 5 tours. Ouais, c'est une drôle de... Enfin, ça fait partie du règlement, mais c'est une drôle de façon de voir les choses et une drôle d'organisation pour la catégorie. Du coup, au championnat, ça donne Kiles en tête avec 45 points, Morelli avec 28 et Pratama, avec 27, Carpe est juste derrière avec 26 points. Donc ça se tient pas mal final dans le top 6, puisqu'après on a Almanza et Perrone qui ont eux 25 points tous les deux. Donc c'est assez serré. Et
je pense qu'on peut attendre facilement de voir qu'il laisse s'envoler ce début de saison et aller chercher le titre. En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on attend du pilote et du niveau qu'il laisse transparaître. Et je pense qu'il est bien parti pour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le Moto 3? Morelli est quand même bien revenu sur Maximo Quiles, quoi. Oui. Donc on a l'impression que Maximo Quiles est au-dessus du lot, mais son coéquipier qui est un rookie arrive à tenir un peu le même rythme. On ne sait pas si ce sera sur toutes les courses comme ça, mais je pense pas qu'il soit aussi dominateur sur toutes les manches du championnat. Et donc on verra bien. C'est le grand favori, mais il peut y avoir des bonnes surprises. Il suffit que Carpe se réveille aussi. Enfin, on sait qu'il y a des pilotes, en tout cas, comme tu le disais, il y a un gros niveau dans les rookies et un niveau qui est assez nivelé, je trouve, pour l'instant. Après, on a vu que 2 courses et 2 fois des courses qui étaient un peu hasardeuses. Mais, en tout cas, je pense qu'il y a des belles choses à voir pour le reste de la saison. Il nous reste 20 courses. On a le temps de voir venir. On va passer tout de suite au Moto 2. Moto 2, qui eux ont vu leur orga un peu rebasculer avec tous les changements qu'il y a pu avoir hier et le retard dont on parlera tout à l'heure. Mais du coup, les qualifications ont eu lieu ce dimanche matin, juste avant les courses pour eux. Et on a eu Olgado qui s'est sorti de la Q1 avec Roberts, Baltus et Garcia. Donc que des noms qu'on connaît très bien finalement. Et c'est Olgado qui est venu chercher la pole devant Alonso et Alex Estrig, suivi de Gonzalez. Moi, j'ai cru qu'Alonso avait pris la pole. Vraiment, ça s'est fait sur un cheveu, cette pole position de la part d'Olgado. Et finalement, c'est lui qui vient remporter la course devant Munoz et Gonzalez. Et puis Alonso, lui, termine 5e devant Guevara. Olgado très très fort finalement ce dimanche. Automne, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, belle course un peu en solitaire finalement d'Olgado une fois qu'il a réussi à se défaire des poursuivants au départ. Olgado il confirme toutes les attentes qui sont placées en lui, mais ce que je voudrais souligner c'est vraiment la course de Dani Munoz qui a fait un départ incroyable et qui après a réussi à tenir sur toute la durée. Et puis Alex Estridge avec la forward, c'est quand même génial qu'il ait réussi à se qualifier en première ligne. Et il tenait la 3e place pendant toute la course. Il s'est juste fait dépasser par Manuel Gonzalez à l'avant-dernier tour. Mais voilà, c'est super comme performance pour un petit team qui a un budget pas gigantesque non plus et qui fait son propre châssis. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'était trop chouette de le voir faire ça ce dimanche. J'avoue que le dépassement de Gonzalez, ça fait plaisir aussi parce que en vrai, c'était un peu la seule action de la course avec ce qui se passait avec Alonso et Guevara. Mais c'était intéressant de le voir pouvoir aller à la bagarre aussi avec d'autres pilotes. Gouino, ton ressenti et ton avis globalement sur la course Moto 2? On a connu plus dynamique ces dernières courses, mais je suis content pour Olgado qui a vraiment été au-dessus du lot et qui concrétise ça bien, alors que en Thaïlande, il avait été un peu frustré avec les avec les 2 départs qui avaient été relancés. Il avait perdu le rythme alors qu'il était vraiment au-dessus. Et là, il a été dans son élément, il a été intelligent, il était rapide, il a gagné, et c'est chouette de le voir comme ça, aussi à l'aise. Puis on a vu Alonso, alors moi j'étais content. Il a fait un départ catastrophique, il finit 5e, mais je suis content quand même. Au final, 5e avec le départ qu'il a fait, c'est une bonne chose. J'ai pas très bien compris parce qu'ils ont pas revu l'action. Je sais pas comment il s'est retrouvé 9e au bout du 2e virage, mais ouais, c'est vrai qu'il a bien rattrapé son erreur, on va dire. Enfin, son erreur. Je sais pas si c'est son erreur, mais ce qui lui est arrivé, quoi. Ouais, et puis à côté de ça, on a eu Guevara aussi. Ouais, Je me pareil. faisais la réflexion ce week-end que Guevara avait quand même passé un petit step-up. On l'a très vite oublié alors qu'on faisait de lui un prétendant au titre à son arrivée. Et je trouve qu'il a enfin pris ses marques et qu'il arrive finalement à maîtriser cette moto avec laquelle il n'était pas complètement à l'aise il y a quelques mois encore. Donc je pense que ça va être intéressant à suivre cette saison. Bah, le Euh, changement d'équipe lui a fait du bien. oui. Enfin, depuis qu'il est passé chez Pramac, je trouve qu'il est plus performant. Alors, est-ce que c'est l'entourage qui lui convient mieux? C'est toujours compliqué de savoir, mais en tout cas, effectivement, il y a un renouveau de son côté. Ouais, c'est cool.
Mais sur la globalité de tout, enfin, et même sur sa communication, Ouais, etc. Il a ouais. complètement arrêté de faire l'influenceuse, entre guillemets, et de se couper les sourcils à la Pascal Obispo. Et finalement, je trouve que, en fait, quand on le voit à l'écran, j'ai l'impression de voir un autre pilote que celui qu'on a pu connaître dans sa Ouais, passe. il a peut-être mûri un peu, hein. C'est ça, c'est l'âge. Ouais, et puis non, mine de rien, l'année dernière, il a quand même gagné la course en Ouais, fin de ouais. saison. Mm. Ouais. Donc ça fait passer un cap, je pense. Ouais, il est sur une bonne lancée, ouais. Par contre, d'autres qui sont pas sur une bonne lancée, enfin qui sont en fond de classement, et ça c'était vraiment étonnant, c'est Honshu qui est 20e, Rueda qui est 21e et Canet qui est 22e. Euh, c'est assez étonnant au vu du potentiel des pilotes et de ce qu'ils nous avons habitués à voir en piste. Après, c'était une nouvelle piste avec des conditions particulières, c'est vrai que ça peut aussi déstabiliser. C'est un peu le problème des 2 premiers GP de la saison, c'est qu'on a quand même du mal à prendre la mesure. C'est compliqué de se dire ah bah lui il est sur telle tendance et tout, parce qu'en fait il y a quand même eu des conditions très particulières, ce qui aide pas surtout pour des rookies comme Rueda ou bah, quoique Piquet c'était un peu mieux, mais c'est vrai que c'est quand même pas simple d'apprendre dans des conditions comme ça, quoi. Par Mm. contre, Oui. un qui montre du mieux, c'est Huertas, qui l'année dernière était Oui, complètement oui, perdu oui. et qui ce week-end est plutôt correct parce qu'il finit 12e. Donc ça fait Après, plaisir. on peut aussi noter que Vietti est 9e, tu sais. Enfin, Non, on peut non, tout... non. Et Vietti, non mais Vietti c'est intéressant parce qu'en fait pendant la course à un moment il s'est fait complètement sortir de la piste par Ortola. Et donc il a dû remonter et à la fin il colle 1 seconde à Ortola et il finit devant lui. Donc Non, mais il a pas fait un mauvais week-end, hein, finalement. Il a pas brillé, mais il a pas fait un mauvais week-end. Du coup, globalement, en Moto 2, au classement général, on se retrouve avec Olgado qui a pris la tête du championnat avec 33 points, suivi de Gonzalez avec 28,5. Ça va être un plaisir de compter les points avec les demi-points cette saison. Et Munoz avec 24 points. Et puis bon, bah, petit truc Alonso fun qui sur est le 9e. classement, c'est que donc Daniel Olgado et Emmanuel Gonzalez ils ont fait les mêmes résultats sur les 2 courses. Troisième et premier et troisième. Mais parce que les points de la première course ils ont été réduits de moitié, et ben ça donne beaucoup plus d'avantages à Olgado qu'à Gonzalez. Mais Ouais, ça, ouais. c'est les comptes d'apothicaire comme à chaque fois, de toute façon. Ouais, mais Gonzalez, on sait que ça lui a déjà porté préjudice, les comptes d'apothicaire. Ouais. Eh ben, on va pas lui souhaiter. On va passer tout de suite au MotoGP puisqu'on a beaucoup de choses à dire sur ce week-end. Tout d'abord, les conditions du circuit. On va faire un petit retour en arrière, mais quelques jours avant le début du week-end, on a pu voir pas mal de photos passer d'inondations sur le circuit, au point qu'on s'est posé la question de si ils allaient pouvoir aller sur le circuit et pouvoir aller rouler là-bas. Visiblement, ça a été assez vite drainé, mais c'était quand même assez catastrophique. Il y a un journaliste du paddock qui a posté une photo. Il s'est fait accuser d'IA ensuite sur ses photos. Il a fait un démenti ce week-end en disant que c'était pas de l'IA, etc. Mais bref, tout ça pour dire qu'au-delà de ses photos à lui, il y avait d'autres photos qui ont circulé et que la piste était vraiment très très inondée. C'est une piste où ils ont refait l'asphalte il y a pas longtemps et c'est une piste où tout est complètement dégradé. Ce qui s'est passé ce samedi, c'est qu'ils ont alors déjà, le vendredi, les séances ont été un peu décalées à cause des conditions météorologiques. Et puis hier, ils ont décalé les séances et surtout, ils ont décalé la sprint de quasiment un peu plus d'1 heure, puisqu'il y avait un trou sur la piste dans l'asphalte, mais un trou où un humain pouvait rentrer dedans. Et qu'ils ont réparé très très vite, on ne sait comment, avec du béton. Donc c'était un peu catastrophique et aujourd'hui la course a été réduite de plusieurs tours puisqu'on devait avoir 31 tours, on en a finalement eu 23 puisque la direction de course a annoncé que la piste se dégradait trop après la course Moto 3, Moto 2. Donc vraiment un Grand Prix bancal et des conditions de piste vraiment problématiques. Bruno, est-ce que tu penses que ça remet en question l'homologation qui a été attribuée au circuit? Alors franchement, là, je connais pas le principe, enfin comment ça se passe l'homologation, tout ça, donc je vais pas non plus être trop critique, mais effectivement, on est quand même en droit de se poser des questions. J'ai vu que Rins s'était pris des morceaux d'asphalte qui avaient été décrochés par la roue d'un concurrent. Il se posait la question de savoir s'il avait un doigt pété. Donc il y a quand même des risques, enfin quand même même pas des risques, du coup il y a même eu des micros accidents, on va dire. Donc ouais, c'est quand même assez dingue. En fait, c'est même assez dingue qu'ils aient couru, quoi.
je trouve ça même surprenant que les teams et les pilotes se sont pas dit, bah non, mais là tu perds des morceaux de béton, on roule pas quoi. C'est ça. Et je trouve ça assez surprenant le silence de la part de tous les participants, que ce soit MotoGP, Moto2, Moto3, j'ai pas l'impression d'avoir entendu beaucoup de gens se plaindre. Et je trouve ça assez fou. Donc je me dis, il y a peut-être aussi des choses qu'on voit pas de notre point de vue de spectateur. Mais ouais, c'est quand même assez inquiétant, quoi. Et puis surtout, il y a des choses qui ont été dites après course, puisque Marquez a annoncé là que la piste s'effondrait carrément dans le virage 11. Enfin, on en reparlera après, puisque ça fait partie de la course, Mais en fait, mais c'est un problème, quoi. ils s'en sont rendus compte pendant le tour de formation, ou le tour de reconnaissance plutôt. Ouais. Ils s'en sont vraiment rendus compte à la toute fin, et je voyais, enfin, plutôt au tout début, juste avant de partir, et je voyais Matt Oxley a partagé une photo sur Twitter où à la toute fin du Moto 2, on voit des parties de la piste qui sont en train de tomber, de s'écrocher, je sais pas trop comment on dit. Et ouais, ça, je trouve ça dingue que ça a pu être autorisé. Alors, heureusement, tout s'est bien passé. Mais le problème, c'est qu'avec ce genre de raisonnement, en disant, bah ouais, mais là, tout s'est bien passé, c'est qu'un jour, ça se passera mal, et bon, ce sera très dommage parce que ça aurait pu être évité, quoi. Ouais, je Oui, et suis puis complètement d'accord. au-delà de ça, sur Canal, ils ont quand même expliqué que la direction de course avait fait en sorte que les journalistes ne puissent pas accéder à la partie où il y a eu un trou hier pour qu'il n'y ait pas d'images qui sortent de ça. Pour Je ceux trouve qui n'ont pas vu de photo, j'ai vu quelqu'un qui le décrivait très bien. Il a dit le trou est tellement gros qu'on peut y cacher toutes les mauvaises performances des dernières années de Yamaha. Voilà, ça donne une idée de la taille du trou. Ok, je l'avais pas lu celle-ci, mais elle est pas mal. Bon, on va passer à la course quand même, puisqu'il y a des choses à dire. Déjà, ce week-end, c'était un anniversaire de course pour Jack Miller, puisque c'était le 200e départ de sa carrière en MotoGP. Donc, c'est que le 10e pilote à atteindre ce cap. Bon, Et fun finalement, fact, c'est que la 147e arrivée de de Jack Miller. Miller. Non, c'est une vanne, juste parce qu'il est tombé. Oui, mais du coup, j'étais en train de me Waouh, dire, tu l'as pas. c'est complètement plausible. C'est Euh, vrai, c'est vrai. Mais ça se trouve, t'as raison, hein, Guano. J'ai pas compté, j'ai pas voulu. on demandera à Thomas Morsolino de nous dire combien de fois Miller est Et arrivé à arrivé. la fin de sa course. Je pense qu'il peut faire un concours avec avec Rins à une certaine époque, hein. Amir aussi, hein. Enfin bref, passons tout de suite aux qualifications. Qualifications où, je vous cache pas, j'ai serré les fesses, puisque Bezzecchi était en Q1 et finalement il a réussi à en sortir avec Digia. Et, les deux pilotes qui sont passés par la Q1 font premier et deuxième. C'est Digia qui vient prendre la pole, suivi de Bezzecchi. Et c'est Marquez qui se place troisième avec un Quartararo qui était en forme pendant les qualifs, qui lui se place quatrième. Et Toprak aussi en Q2, puisqu'il a fait un très bon vendredi. Donc finalement, c'était des qualifs assez intéressantes. Et puis on a eu les deux courses qu'on attendait, les deux courses qui étaient assez particulières, puisque comme on l'a dit, l'asphalte se dégradait, mais surtout dégradait énormément les pneus, donc on savait pas dans quel état allait finir la course sprint après 15 tours et l'état des motos à la fin. Mais c'est Marquez qui est venu remporter la course après une très très belle bataille de Digia, qui a mené tout du long et qui s'est fait passer dans le dernier tour. Une Marquez finalement. Et les deux sont suivis par Martin et Bezzecchi. Les deux coéquipiers se sont un peu tirés la bourre et c'est Martin qui est venu prendre l'avantage sur cette course. Quartararo lui finit 6e et Zarco finit au bac, malheureusement. Et ce dimanche, mais quelle journée mes amis, quelle journée, quel moment exceptionnel. C'est Bezzecchi qui remporte la course, si vous n'avez pas compris. C'est l'hymne italien qui résonne encore dans mon appartement depuis 2 heures. Il est suivi par Martin, donc que du bonheur pour les fans d'Aprilia. Et c'est Digia qui vient se caler à la 3e place, suivi de Marquez. Et du côté des Français, Zarco fait mieux qu'hier puisqu'il termine 9e. Son objectif était de terminer dans le top 10. Et Quartararo termine 16e, très très loin. Mais lui a expliqué qu'il n'avait pas du tout de grippe durant la course sur son pneu arrière. Donc ça a vachement compliqué le déroulé de sa course. Et étonnamment, il termine derrière Bastianini qui lui s'était même pas qualifié, n'était même pas classé
Le vendredi, puisqu'il n'avait pas roulé, et au championnat, notez-le puisque moi je le garde pour l'histoire, c'est Marco Bezzecchi qui est en tête du championnat avec 56 points, suivi de Martin avec 45 et Pedro Acosta 42. Et Marquez, lui, n'est que 5e avec 34 points. Ouais, les Français, eux, sont très très loin puisque Zarco est 11e et Quartararo 16e. Automne, cette course, ton ressenti? Alors, ouais, bah, avant de parler des performances des pilotes sur la course, faut revenir un peu sur l'état de la piste. Moi, j'étais un peu suspendu à ce qui se passait et j'avais toujours peur qu'il y ait quelque chose qui tourne mal parce que, bah, la piste, elle s'est affaissée, quoi. Donc, du week-end, on se dit, ah, punaise, c'est trop bien, la piste, elle draine bien l'eau. Et puis après, on comprend pourquoi elle draine bien l'eau, c'est parce que ça fait des trous en dessous de la piste et que l'eau s'y accumule. Et là, il disait la direction de course, oui, bah les trous, ils sont pas sur la trajectoire, donc c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un trou qui se forme sur la trajectoire pendant la course? Donc voilà, avec cette petite peur à chaque virage, bah je dirais que la course finalement, elle s'est bien passée pour tout le monde, à part ceux qu'on finit au bac, mais Ouais, euh, mais il y avait grosse, une grosse, équipe, grosse performance de Bezzecchi. il y avait une équipe de taupes sous le bitume qui creusait des trous en C'est fait. ça, exactement. Alors c'est ce qu'on disait en off après la course, mais en fait c'est limite la direction de course a découvert que les sols bougent en fait une fois que tu tapes inondation, grosse chaleur, enfin nouvel asphalte, toutes les conditions étaient réunies pour que ça ne fonctionne pas à un moment donné. Après, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Comme l'a dit Depugny, on a déjà vu une course où le bitume fondait carrément. Mais là, c'était des conditions qui étaient clairement pas à la hauteur d'une compétition en MotoGP. Marquez a Ouais, dit que c'était comme rouler sur du gravier. Bon, il exagère évidemment, mais c'est quand même ça explique d'ailleurs sans doute pourquoi certains pilotes ont pas si performants, c'est que ça est assez compliqué de se donner à 100% quand t'as pas du tout confiance Mm. dans l'adhérence de ta moto, quoi. Après, tu dis qu'il exagère peut-être, mais alors, vu l'expérience de Marquez et vu son franc-parler sur plein de choses, je pense honnêtement que s'il dit ça, c'est que c'est la réalité et que c'est le ressenti que lui, il a pu avoir sur la moto. Tu roules sur du gravier, tu tombes. J'ai- Oui, mais tu t'appelles pas Marquez. En fait, Bueno, si tu roules avec ta Triumph sur du gravier, c'est sûr que tu feras pas les rattrapages que peut faire Marquez avec sa Ducati. Ah ben mais personne, parce que si t'as des graviers, t'as plus d'adhérence. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une image, mais il a forcément raison dans la mesure où c'est inquiétant de faire rouler des MotoGP là-dessus. Après, quand il dit gravier, c'est une image, parce que de toute façon, il n'y avait pas de gravier, c'est surtout que les morceaux se décollaient, quoi. Ouais, non, mais c'est complètement lunaire. Bon, on va revenir sur le week-end d'Aprilia, qui finalement est un peu sur les toits du monde ce week-end, puisque Martin est de retour, le vrai Martin qu'on connaît et qu'on aime voir à la bagarre, a fait très très fort ce week-end. Ogura lui a fini 5e, et la seule petite déception, c'est Raúl Fernandez qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre après la Thaïlande, mais en même temps, c'est Raúl Fernandez, il a toujours eu un un niveau qui se nivelle en fonction des circuits et des conditions qu'on lui donne. Et puis la très très bonne surprise de ce dimanche, c'est Bezzecchi qui encore une fois prend un excellent départ, comme quoi ça fait beaucoup pour ce pilote, et part devant et va chercher la victoire. Gueno, est-ce que tu penses qu'on va avoir une saison très très forte d'Aprilia, ou que c'est un peu la chance du début de saison et des circuits qu'on ne connaît pas encore par cœur pour les autres teams? La chance, non, parce que de toute façon, ils sont quand même sur une dynamique super forte depuis le milieu de la saison dernière. Donc, il n'y a pas de, il y a, enfin, il y a pas de surprise entre guillemets. On reste sur une certaine cohérence par rapport à l'an dernier. Après, moi, c'est plutôt le niveau des Ducati qui me surprend, d'être un peu en retrait et même de voir un Marquez un peu en difficulté. Je veux dire, on a vu Marquez se battre avec DJ aujourd'hui, c'est quand même assez surprenant. Donc est-ce que Ducati, Aprilia va rester sur la même dynamique? C'est compliqué de le dire, parce qu'on sait aussi que Ducati est capable de relever la barre. Ils ont déjà montré ça en 2023 et 2022. Le début de saison est pas transcendant. Et au bout de 4 GP, ils arrivent à trouver ce qu'il faut, et d'un seul coup, la moto marche beaucoup mieux, nettement mieux. À voir. Après, moi j'espère que ça reste à peu près comme ça, parce qu'on a quand même des courses assez sympas, tant qu'Aprilia gagne, grosso modo.
On a une saison qui s'annonçait finalement assez calme, où on pensait voir Marquez être dominant sur tous les points, et c'est pas le cas. Et on a des pilotes assez variés qui vont aux avant-postes, donc c'est plutôt positif pour l'instant. Euh, Après, on sait que jusqu'à Jerez, c'est toujours un peu plus folklorique. Souvent, faut attendre quand même le premier quart de la saison pour voir vraiment la hiérarchie se stabiliser, quoi. Oui, et puis profitons pour l'instant de ne pas avoir des courses qui sont complètement stériles et sur Ouais, lesquelles on complètement, n'a ouais. pas encore de suspense. Bezeki l'a dit aussi ce week-end, parce on était assez surpris. Finalement, on peut être surpris de ses résultats de son dimanche quand on compare à ce qui s'est passé vendredi, parce que vendredi, il était très très loin, il était en fond de classement en fin de journée, et lui-même l'a dit, il a dit qu'il avait passé un vendredi un peu horrible, et qu'ils avaient passé beaucoup beaucoup de temps avec son team à travailler tout le week-end, et qu'il avait modifié un peu son pilotage pour réussir à être aux avant-postes et à aller chercher la victoire ce week-end. C'est encore une fois la preuve d'une évolution de la Aprilia, et du fait qu'elle petit à petit est un cran au-dessus de ses adversaires. Du côté de Ducati, comme tu l'as dit, Gwenno, on a vu Marquez aller se battre avec Didja, pas uniquement le dimanche, mais également ce samedi. Didja qui est toujours assez surprenant, puisque c'est un pilote qui parfois va faire rien du tout sur un week-end et d'un coup faire des très belles choses comme il a pu le faire hier et aujourd'hui. Mais surtout, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir un Marquez autant en difficulté ce dimanche, puisqu'il était pas du tout là où on pouvait l'attendre, même si il est pas très loin. Il avait pas du tout de rythme. Il était tout le temps à la limite et au max de ce qu'il pouvait. Euh, Après, si lui n'avait pas fait d'erreur et que Didia l'avait pas repassé, il aurait pu tenir sa troisième place, mais clairement dans la douleur. Et il expliquait, du coup, c'est malheureusement lié aussi aux conditions du circuit, que son erreur était liée à la piste parce qu'il a heurté une zone dangereuse et que ça a allergi sa trajectoire et que la piste était très glissante. Donc ça, c'est une chose, mais surtout dans les débriefs de fin de course, quand il lui a été demandé s'il pensait que la Ducati allait réussir à revenir au niveau d'Aprilia, et si c'était lui ou si c'était la moto ou si c'était ses conditions physiques, il a un peu botté en touche et il a fait de la langue de bois, puisqu'il a juste répondu mon pilotage doit revenir au niveau de la Aprilia pour qu'on puisse aller les rejoindre. Pour l'instant, la Ducati n'est pas à la hauteur, mais il n'a pas du tout parlé de son épaule, alors qu'on sait que en Thaïlande déjà, il a été dit que il avait très très mal à l'épaule et que c'était très compliqué pour lui. Donc y a de quoi se poser des questions sur la condition physique de Marquez, autant sur son comportement sur la moto que dans son communiqué ensuite. Euh, Ouais, je trouve que t'es un peu dur avec Marquez quand même. Enfin, il fait un week-end qui est bon. Il est pas aussi dominant qu'on penserait, mais tous les pilotes, tu les voyais donc ils arrivent super vite dans le dernier virage pour la ligne droite. Et en bout de ligne droite, tu vois qu'ils sont tous en train de perdre l'avant pendant qu'ils entrent dans le virage. Tous. oui, mais ça reste surprenant pour Marquez, ce qui est quand même un pilote qu'on a l'habitude de voir, même dans des conditions difficiles, être à l'aise sur sa moto et être à l'aise peu importe les conditions. Ce qui est sûr, c'est qu'Aprilia a une longueur d'avance. Ah mais clairement. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a à prendre en compte la condition physique de Marquez. Il l'a dit lui-même qu'il n'était pas encore complètement remis et qu'il avait encore des douleurs. Mais je trouve que ça se voit même dans son pilotage. Et c'est forcément couplé au fait que la piste était très compliquée et que c'était des conditions qui étaient plus difficiles que d'autres pour lui. Mais ça peut être un petit peu inquiétant si ça s'améliore pas. Après, la semaine prochaine, on va à Austin. Ça va être un peu la réponse, puisque Austin, c'est sa maison et que clairement, normalement, il est imbattable là-bas. Mais de toute façon, ça se voit Ce sera un grand test. dans ses communications. Je trouve que l'année dernière, il était tout le temps souriant. Alors, après les courses, c'était normal parce qu'il avait gagné. Mais même en arrivant le week-end, il était détendu et tout. Là, il est super sérieux, il est super fermé. On sent Mm. qu'il est pas. Pour le coup, on a un peu l'impression d'avoir retrouvé le Marquez de 2023, là, quand il était encore sur Honda. Alors, pas en termes de résultats, hein, je parle juste en termes de comment il apparaît dans les médias, etc. C'est vrai que c'est effectivement après la Thaïlande où je sais plus qui avait dit, mais non, mais en fait, il a beaucoup, beaucoup plus mal que ce qu'il dit et ce qui est montré, quoi. Et c'est vrai qu'après 2 GP, on se rend compte que le vendredi ça va et que le dimanche, c'est quand même, pour lui, c'est quand même compliqué, quoi.
De toute façon, tu le vois, enfin là, l'interview qu'il a fait de débrief avec Canal, juste après la course, il était extrêmement fermé sur son visage et tu as des images de lui en Thaïlande où il se tient l'épaule et enfin, Ouais. tu vois que c'est pas le body language, entre guillemets, de quelqu'un qui est très à l'aise avec ses blessures. Et ça, on en a parlé, mais les personnes qu'on connaît qui travaillent dans le paddock, c'est les infos qui nous ont fait remonter aussi, c'est que son épaule n'était pas encore complètement remise et que les douleurs étaient toujours présentes pour lui. Automne, est-ce que tu veux terminer avec la partie Ducati dans son ensemble, puisqu'il y a aussi Alex Marquez et Aldeguer qui étaient là ce week-end? Ouais, bah il y a Alex Marquez qui fait une bonne course, bon, sans plus, mais il est quand même bien placé, il prend des gros points. On l'a pas vu faire des étincelles. Aldeguer, bah un peu plus en retrait, mais il est quand même revenu d'une grosse blessure au fémur. Il a fait des bonnes qualifs et bon, faut quand même parler de la déco incroyable des Gresini pour rendre hommage à Alex Barros, c'était très Elle est chouette. Oui, magnifique ouais. cette moto. Et puis la dernière Ducati dont t'as pas parlé, c'est Franco Morbidelli qui était dans son deuxième Grand Prix à domicile. Je l'avais oublié. Et bon bah il a pas fait de miracle parce que je crois que il termine 13e ou 14e. Donc. Ouais, bah, très premier degré, je l'avais complètement oublié en regardant la liste des Ducati. Mais effectivement, pourtant, on en a beaucoup parlé ce week-end, mais on a surtout beaucoup parlé de Morera qui, lui, était réellement à son vrai Grand Prix à domicile, entre guillemets. Il est 12e, je suis désolé. C'est Morera qui a fini 13e et lui 12e. La Honda, que du plaisir. En parlant des Honda, Gueno, est-ce que tu veux nous faire un petit point sur le week-end de Mir, Zarco, Morera et Marini? Moi, j'étais un peu déçu. J'espérais un peu mieux parce que vendredi, il montrait des choses un peu plus sympas, on va dire. Après, les conditions étaient, comment, étaient plus compliquées, donc forcément, ça nivelle un peu. Mais moi, j'espérais un peu des meilleurs résultats. Après, ce qu'a fait Morera est plutôt cool. C'est solide. C'est dans la lignée de ce qu'il a fait en Thaïlande. Euh, voilà, j'ai rien à ajouter. Automne, tu le rejoins? Ouais, bah Mir qui tombe encore, donc il a des stats assez affolantes depuis qu'il est chez Honda. Il essaye, mais ça passe pas quoi. Et Après, moi, ce que je trouve intéressant à suivre du côté d'Honda, c'est l'évolution de Morera, puisque c'est que sa deuxième course. Et que 13e, quand tu arrives sur une moto que tu connais pas, qui est une moto qui est pas la plus facile du paddock, c'est quand même intéressant à voir. C'est un peu frustrant pour Zarco qu'il soit tombé samedi, quand tu vois qu'il a su quand même faire une P9 aujourd'hui. Mais ouais, Honda grappille petit à petit. Ils essayent de revenir un peu plus performants, mais il y a encore un peu de travail. Et en parlant de travail, il y en a pour qui le travail ne paie pas, malheureusement, visiblement, c'est quand même Yamaha, puisque Quartararo les a sauvés, entre guillemets, avec une qualif qui tombe du ciel, on va pas se mentir. Hein. Fabio est excellent et un très bon pilote, mais la Yamaha ne suit pas. Et ça fait quand même se poser la question de pourquoi dépenser tant d'argent dans un moteur si ta moto elle est pas capable d'avancer finalement dans les courses. Pourquoi ils ont pas attendu encore un an? Je trouve ça vraiment frustrant. Mais bon, encore un week-end à la hauteur de ce que fait Yamaha ces dernières années. Miller est nulle part, il chute pour sa 200e course. Rins est meilleur que Quartararo, malgré, comme on l'a dit, le fait qu'il se soit pris un morceau d'asphalte dans la main et qu'il suspecte que ce soit cassé. Le point fort de Yamaha ce week-end, au-delà de la qualification de Quartararo, pour moi, Gueno, c'est clairement ce que Toprak a montré vendredi. Et même pas en course, il est encore loin en termes de chrono, mais il a su quand même montrer que quand le niveau des motos est nivelé et que les conditions permettent de rabattre un peu les cartes, il est capable de venir aux avant-postes. Il a fait une déclaration assez drôle d'ailleurs en disant ça m'a fait plaisir de me voir en haut du classement, puisque en Superbike, j'avais tout le temps l'habitude d'être devant. Ouais, bah, de toute façon, on- sur le talent, il a rien à prouver. On sait très bien que, effectivement, si on lui met les mêmes arbres que tout le monde, ce sera un pilote qui arrivera à faire des très belles choses. Et d'ailleurs, dès que le climat est redevenu sec, il est redescendu aussi sec dans le classement. On sait bien que c'est pas lui le problème sur ce. Il a fait, en tant que rookie, il a fait une très belle perf. Il a réussi à aller en Q2, et après, il a fait ce qu'il a pu comme il a pu, mais il y a rien à dire. Il a fait au mieux des possibilités avec ce qu'il avait, quoi. Mais c'est pas une surprise non plus, parce que c'est top ouais, track, quoi. On sait que c'est un pilote très talentueux. Enfin, c'est pas une surprise.
Je vais pas faire le mec blasé, mais je veux dire, on s'attendait ce genre de choses de sa part, quoi. Oui, je suis d'accord, c'est vrai que Toprak, c'est un peu un équilibriste sur une moto, et du coup, quand les conditions d'adhérence sont super précaires et pleines de surprises et incertaines, comme c'était le cas le vendredi sur le circuit, bah, c'est les conditions dans lesquelles il brille le plus, et où il peut montrer sa maîtrise. Et puis, juste pour conclure avec Yamaha, je comprends leur choix dans le sens où ils ont quelque part sacrifié cette année pour avoir plus de données sur un moteur V4 pour développer une meilleure moto pour les nouvelles règles. Mais c'est sûr que c'est frustrant pour les pilotes. Et bon, Toprak, ça va parce que lui aussi sacrifie son année sur des Michelin pour mieux s'en sortir sur des Pirelli en 2027. Mais pour Miller, Quartararo et Rins, c'est un peu la soupe à la grimace, quoi. Ah bah, ça c'est clair. Puis la soupe à la grimace, c'est pas les seuls à l'avoir faite ce week-end, puisque KTM n'était nulle part. Heureusement qu'Acosta est là, puisqu'il sauve la marque et il sauve les meubles, mais Bastianini et Vignales étaient très très loin. Bastianini marque quand même 1 point. Vignales, lui, est dernier à 36 secondes. Binder chute, ce qui permet d'oublier qu'il était nulle part ce week-end. Mais ça reste quand même très compliqué. Ça reste quand même très très compliqué pour eux ce week-end. Encore une fois, la marque est en train de dépérir petit à petit. Est-ce que le problème, c'est pas le fait que Lorenzo n'était pas là avec eux ce week-end? Peut-être. Oui, évidemment. Mais je trouve ça vraiment surprenant. Après, encore une fois, est-ce que ça vient du manque de financement et d'argent? C'est fort possible. Mais tout ce travail de Pedrosa pour au final être là où ils en sont aujourd'hui, c'est quand même frustrant, Automne. Je te trouve très très catégorique sur KTM et je comprends pourquoi avec ce Grand Prix au Brésil. Mais en Thaïlande, ça se passait quand même très bien pour Acosta. Et c'est sûr qu'ils surnagent par rapport aux autres KTM qui sont pas au niveau. Mais la situation financière de KTM, elle s'est améliorée. Donc ils avaient eu un énorme prêt par l'Indien Bajaj pour se renflouer. Et ils ont réussi à décrocher un autre prêt pour racheter les parts de leur marque et que ce soit plus Bajaj aux commandes. Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant le week-end, sur les carénages de toutes les motos KTM du Team Ajo, il y a un nouveau sponsor qui est apparu. C'est un truc de paris sportif suisse. Et du coup, je pense pas que ce soit vraiment le manque de moyens le problème. C'est le retard qui a été pris en développement pendant cette période-là charnière où bah ils avaient pas assez d'argent et ils ont dû faire des choix un peu drastiques. Mais je dirais pas que la saison est foutue. Acosta, il doit être déçu d'avoir fait que 7e en course longue. Mais bon, bah, il pourra se refaire, je pense, sur d'autres circuits, quoi. Tout n'est pas perdu pour KTM. Il y aura d'autres pistes où ça se passera mieux. Mais encore heureux, parce que t'imagines si leur saison elle ressemble à ça. Mais malheureusement, je trouve que même si la situation financière s'est améliorée et que les propos qu'ils renvoient vont dans ce sens, quand t'as des pilotes comme Bastianini et Vignales avec le niveau que ces pilotes sont censés avoir et qu'ils font ce qu'ils font, t'es en droit de te poser des questions. Après, effectivement, on est qu'à la 2e course de la saison et il y aura encore beaucoup de choses à attendre de tout ça. Mais c'est quand même curieux et heureusement qu'Acosta est là pour faire en sorte que la marque garde la tête hors de l'eau et que les sponsors se barrent pas très très loin pour l'instant, quoi. Mais Tech 3, Ouais, c'est c'est un peu un éclatant, hein. cache-misère. Mais en tout cas, si j'étais Vignales et que j'avais dû payer à Lorenzo un aller-retour en avion au Brésil pour finir dernier à 36 secondes, je serais encore plus dégoûté. Alors pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne savent pas, pour resituer tout de même, Vignales était coaché par Lorenzo ces derniers mois. Ils avaient mis Et en c'est place une toujours le cas. collaboration. Et c'est toujours le cas, mais c'est une collaboration qui visiblement tend à s'éteindre puisque Lorenzo n'est pas venu au Brésil accompagner Vignales et le propos serait, d'après les personnes qui travaillent dans le paddock, que Lorenzo devait lui-même payer ses billets de train et que ça ne rentrait pas dans leur deal et dans l'appréciation de ce que Lorenzo attend de leurs échanges. Je sais pas comment tu vas en train jusqu'au Brésil, mais en tout cas, je veux bien le tuyau si tu l'as. Je pense qu'on peut trouver, il y a toujours un moyen. Avant de terminer cet épisode, on a quand même eu une petite info pendant qu'on enregistre, parce qu'on enregistre vraiment juste à la fin de la course, concernant l'état de la piste. On a parlé de Rins, de Marquez, etc. Mais il y a une image qui vient de sortir qui n'est autre que Alex Marquez qui a montré l'état de son bras sur lesquels visiblement il s'est pris des morceaux de bitume pendant la course et qui a des hématomes qui font la taille de balles de ping-pong. Donc vraiment, il va vraiment falloir
falloir se poser des questions si on souhaite retourner au Brésil l'année prochaine, parce que ça aurait pu être vraiment beaucoup plus grave, rien que si un pilote s'était pris un morceau dans la tête. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce week-end de course qui était sans queue ni tête finalement? Juste un petit mot pour Gueno, parce que je sais que c'est difficile de voir Bastianini aussi loin, mais dans les rumeurs, on dit que peut-être Bastianini pourrait revenir chez Gresini et que Gresini pourrait passer chez Honda. Donc moi je trouve que si Bastianini revient chez Gresini, tu vas pouvoir sourire de nouveau et j'attends que ça. Ouais, sauf s'il va sur Honda, quoi. Mais bon, très bien, je vais me contenter de ça pour le moment. Parce que c'est... Non, je me console en me disant qu'il finit toujours devant Vinales, et bon, déjà, ça me fait du bien, quoi. Ouais, on prend ce qu'il y a à prendre Oui, bah, il finalement. y a que ça, de toute façon. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. On a quand même une petite pensée pour un membre du team qui n'est autre que François, qui a fêté ses 30 ans ce week-end. Et quoi de mieux que de fêter ses 30 ans avec une victoire de Bezzecchi finalement. Pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve très vite. Finalement, on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix des États-Unis. Vous retrouverez Thibaut au micro dès dimanche prochain. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube. Et si vous avez envie de parler de MotoGP, vous pouvez nous retrouver sur Discord, Facebook et Twitter. Moi, je vous dis à très vite et je vous remercie, Gweno et Auton, d'avoir partagé cette soirée avec moi au micro. Merci à toi. Ciao. Salut.